Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto web. Avant de continuer le tuto AppScript où on va justement apprendre à se connecter à des API externes pour pouvoir envoyer ou recevoir des données et les afficher dans Google Sheets par exemple, et vraiment rendre l'outil très puissant, je voulais faire une petite vidéo théorique sur le fonctionnement des API, à savoir qu'est-ce qu'une API, comment ça fonctionne, quelles sont les architectures, normes et protocoles associés, pour ensuite pouvoir les implémenter correctement dans AppScript. C'est parti! Comprendre le web, partie 2, fonctionnement d'une API. On va déjà commencer par faire un peu de vocabulaire. Donc le terme API est un acronyme anglais qui veut dire Application Programming Interface. Traduit en français, ça donne interface de programmation applicative. Bon, là, ça ne nous donne pas grand-chose. En fait, c'est tout simplement une interface qui va nous permettre de se connecter à des méthodes ou des données d'un système applicatif dans une application. Et tout ça de façon programmatique. Il faut voir ça comme une interface normalisée pour échanger des données entre des programmes. Alors, il existe deux types principaux d'API. En fait, quand vous regardez sur le web, à chaque fois qu'on parle d'API, il faut bien distinguer deux types différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle les API intégrées, donc avec des SDK ou des librairies. Donc SDK, c'est pour Software Development Kit, c'est kit de développement logiciel. En fait, ce sont des librairies qui permettent d'accéder à des méthodes et à des objets spécifiques d'un autre système. Et par exemple, on a déjà utilisé l'API de Google Sheets dans AppScript. Dès qu'on fait un appel à Spreadsheet App, en fait, ici par exemple, là on fait un appel à l'API de Google Sheets. C'est-à-dire que cette API-là va nous permettre ensuite de travailler avec des objets Google Sheets, donc avec des classeurs, avec des feuilles, avec des cellules. Et en fait, on appelle directement les méthodes de la librairie. Pour le coup, là, il n'y a rien à installer vu que tout est déjà préinstallé dans AppScript. Et deuxième type d'API, ce sont les API REST. Donc REST, c'est pour Representational State Transfer. En fait, c'est une architecture spécifique qui est normalisée. Et ça, pour le coup, ce sont des API accessibles publiquement via le protocole HTTP, donc le système de requête-réponse qu'on a vu précédemment, qui fait fonctionner tout le web. Et donc c'est normé par l'architecture REST. Et par exemple, une requête en JavaScript vers une API REST, ça sera plutôt avec un fetch de l'URL donnée. Alors, les avantages et inconvénients pour passer assez vite sur les API intégrées. Les avantages en fait d'avoir des librairies déjà intégrées, c'est que ça permet de se connecter très facilement à des systèmes et de manipuler, donner des méthodes rapidement, vu qu'en fait c'est développé pour ça. L'inconvénient, par contre, c'est que ça nécessite d'installer une librairie spécifique selon le langage de programmation, et il faut donc que ce SDK ou cette librairie soit disponible. Et là, pour le coup, chaque API intégrée, donc chaque SDK, a ses propres méthodes et ses propres règles. Il n'y a rien de normalisé là-dedans. Et pour le deuxième type d'API, donc les API REST, celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, l'avantage, en fait, c'est qu'elles sont complètement universelles, vu qu'elles sont normées par l'architecture REST et donc par le protocole HTTP. Ça veut dire que, en fait, l'architecture REST permet de garantir que c'est toujours de la même façon qu'on se connecte à une API, si elle respecte bien cette norme. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus verbeux à mettre en place et ça nécessite un peu plus de code. Alors, on va s'intéresser uniquement aux API REST aujourd'hui, vu que c'est ça qui va nous permettre de connecter en fait des systèmes entre eux. Donc comme je disais, les API REST se basent sur le protocole HTTP, et donc avec un système de requête-réponse vers un serveur, donc d'un client vers un serveur. Sauf qu'au lieu de renvoyer du HTML, du CSS et du JavaScript pour être lu par le navigateur et affiché en tant qu'interface graphique, en fait, ça va renvoyer des données structurées. Donc soit du JSON, JSON c'est pour JavaScript Object Notation, c'est une structure en fait de données textuelles. Et on a aussi du XML pour Extensive Markup Language ou CSV, Comma Separated Values, des valeurs séparées par des virgules. Pourquoi renvoyer des données structurées? Parce que ces données sont beaucoup plus faciles à lire et à analyser par un programme et sont complètement normalisées. En réalité, 3/4 du temps, 90% du temps, ce sera du JSON. Parce que le JSON a été adopté comme un des standards du web. Alors, comment on se connecte à une API? Comme je disais précédemment, une API REST utilise le protocole HTTP, un système de requête-réponse entre un client et un serveur. Et la plupart du temps, l'objectif c'est de faire du CRUD. Alors qu'est-ce qu'on appelle le CRUD? En fait, le CRUD c'est l'acronyme de Create, Read, Update et Delete, qui sont en fait les 4 méthodes principales qu'on puisse faire sur une base de données. En fait, dès qu'on va manipuler des données, on va chercher soit à créer des données, soit à les lire, soit à les mettre à jour, ou soit à les supprimer. C'est un petit peu la base de toute l'informatique en fait. Et donc, chaque verbe du CRUD est associé à une action, créer, lire, mettre à jour, supprimer, et aussi associé à un verbe HTTP, donc un protocole qui va nous permettre de faire l'action demandée. Et donc par exemple pour créer une donnée, on va utiliser une méthode POST, pour lire, on va utiliser GET, pour mettre à jour PUT ou PATCH, et DELETE pour supprimer les données. Donc, comment on envoie une requête? Eh bien une requête HTTP qui va se connecter à une API REST va avoir besoin de plusieurs paramètres. Donc déjà, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs. Les deux obligatoires, en fait, ça va être la méthode et l'URL. Donc la méthode, ça va être le protocole utilisé, get, post, put, patch ou delete, selon ce qu'on veut faire. Et l'URL, ce qu'on appelle l'endpoint,
donc point de terminaison traduit littéralement en français, en fait, ça va être la localisation de notre ressource. Par exemple, là, j'ai mis api.example.com/users. Et ensuite, il y a d'autres paramètres facultatifs. Donc, les paramètres de la requête, ce qu'on appelle la query, en fait, ça va être des paramètres qui vont s'ajouter à l'URL, qui sont délimités par un point d'interrogation pour dire que ce sont des paramètres et ça ne fait plus partie de l'URL, avec un système de clés-valeurs, par exemple, limite égale 2, et chaque clé différente est séparée par un et. Donc ça, c'est pareil, c'est complètement normalisé. On peut avoir aussi des headers. Donc les headers, c'est des en-têtes. Par exemple, dire qu'on veut du JSON. Certaines API peuvent proposer plusieurs types de données. Des fois, il faut spécifier qu'on veut, par exemple, content type application de JSON. Et on peut avoir un payload. Donc payload, c'est la charge utile. Alors très souvent, les paramètres de la requête query sont surtout utilisés pour du get, pour limiter les résultats, pour faire de la pagination ou pour mettre des paramètres supplémentaires. Vu qu'en fait, le get va nous permettre de récupérer des ressources. On va pouvoir filtrer grâce aux paramètres de la requête. Et le payload, donc la charge utile, c'est surtout utilisé pour les posts ou les put patch. Donc dès qu'on va créer ou mettre à jour de la donnée, dès qu'on va vouloir écrire en fait de la donnée, et du coup, les données qu'on va vouloir écrire vont être transmises par le payload. Et une fois qu'on a envoyé notre requête, le serveur nous renvoie une réponse. Et la réponse a aussi plusieurs paramètres. Le status code, donc ça va être le code d'état de la réponse, qui va nous indiquer est-ce que la réponse a réussi et si elle a échoué, pourquoi, d'où vient l'erreur. Toujours les headers, donc ça peut être aussi content type application de JSON, mais ça peut être beaucoup de choses différentes aussi, ça peut être des cookies, ça peut être tout un tas de headers différents. Et le contenu, donc c'est ce qu'on a demandé à l'API. Par exemple, si j'ai demandé un get, eh bien ça va me récupérer un utilisateur précis. Alors il existe plusieurs familles de codes d'état qui ont chacun en fait une signification différente. Donc tous les codes entre 200 et 299, c'est pour indiquer une réussite. Tous les codes entre 300 et 399, c'est pour indiquer une redirection. Entre 499, une erreur côté client. Et entre 500 et 599, une erreur côté serveur. Si on prend un exemple de requête. Par exemple, là, je vais récupérer la liste des utilisateurs de ma ressource imaginaire qui n'existe pas, qui est api.example.com. Je vais utiliser un get, parce que je veux lire des données. Je mets mon endpoint URL sur /users, parce que je veux récupérer les utilisateurs. Je mets en paramètre limite égale 2 et filter égale all, par exemple, pour dire que je veux que les deux premières valeurs. Je vais mettre en header ce que je veux du JSON, et je ne vais pas avoir de payload, vu que je fais un get. Et si tout va bien, le serveur me renvoie un statut code à 200, pour dire OK, la requête est réussie, et il m'envoie un contenu en JSON. Et là, en fait, on voit que le JSON, c'est un ensemble de clés-valeurs, exactement comme un objet JavaScript. Donc là, c'est une liste de plusieurs objets qui ont les mêmes clés. Donc c'est mes users, en fait, mes utilisateurs, et avec à chaque fois des valeurs différentes, avec un identifiant, un nom et un email. ID1, ID2, name, email, etc. Donc très souvent, quand on fait un get sur une ressource complète, on va récupérer une liste de données. Deuxième exemple, je veux récupérer seulement un utilisateur précis. Donc exactement comme avant, je fais un get, sauf que là, au lieu de faire sur /users, je vais le faire sur /users/1. En fait, là, ce qui veut dire que je vais récupérer mon premier utilisateur. Pas de paramètres additionnels, pas de payload non plus. Et si tout se passe bien, le serveur va m'envoyer un code d'état à 200, OK. Et le contenu en JSON, donc là, ça va juste être un objet. ID, name, email. Système de clés-valeurs avec toutes les informations que j'ai demandées. Un autre exemple, si on veut créer un utilisateur, là, on voit que je vais utiliser exactement la même URL de /users. Par contre, je vais faire un post. Je ne vais pas avoir de paramètres de requête parce que je fais un post. Par contre, je vais avoir un payload, une charge utile. Et par exemple, je vais ajouter un nouvel utilisateur qui s'appelle Martin Pierre et dont l'email est martin.pierre@mail.com. Et si tout se passe bien, là, le serveur va m'envoyer un code d'état un peu différent, qui va être 201, qui est un code normalisé pour dire que la ressource a bien été créée. Et il va m'envoyer aussi la ressource créée. Comme ça, je peux aussi exploiter les données que je viens de créer dans mon système. Alors, au niveau des principaux codes d'état HTTP, donc ceux-là à connaître par cœur, vu que vous allez les rencontrer très souvent. Donc, au niveau des codes de réussite, on a vu le 200, OK, pour dire que la requête a été exécutée avec succès. Et le 201, created, pour dire que la ressource a été créée avec succès. Au niveau des 300, ça va être des messages de redirection. Et par exemple, on a le 301 moved permanently, pour dire que la ressource a été déplacée de façon permanente, et 302 found, qui dit que la ressource a été déplacée de façon temporaire. Ça, en fait, ça veut dire que les URL ont changé dans le système de l'API au niveau du serveur, et que du coup, il a réussi à rediriger la requête vers la bonne URL, et du coup, ça a quand même marché. En fait, la requête a été redirigée vers une autre URL, mais a quand même fonctionné. Pour les codes d'état d'erreur côté client, donc erreur côté client, ça veut dire que vous avez fait une erreur en envoyant la requête à l'API. Par exemple, le plus connu, le 400 bad request, ça veut dire que la requête est invalide. Par exemple, vous vous êtes trompé dans un paramètre, pour dire que la requête est mal formulée et qu'elle est mauvaise. Le 401 inauthorize, ça veut dire que la requête n'est pas autorisée dans le sens authentification, c'est-à-dire que vous devez être authentifié pour accéder à cette ressource et vous n'êtes pas authentifié. Le 403 forbidden, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit pour accéder à la ressource, donc vous êtes authentifié, mais
cette ressource vous est interdite, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Le fameux 404 not found, donc ça qu'on trouve partout sur Internet. Ça, c'est quand vous allez chercher une URL qui n'existe pas. Par exemple, vous avez fait une erreur sur user, vous avez mis user, vous avez mis 2S. Ça vous renverra un 404 pour dire que ça n'existe pas. Ou vous allez chercher un utilisateur qui n'existe pas non plus. Et le 429, to many requests, trop de requêtes. Alors comme, en fait, ces requêtes sont faites de façon programmatique, on peut faire beaucoup de requêtes par seconde. On peut faire 10, 100, voire 1000 requêtes par seconde en parallélisant. Et très souvent, en fait, tous les services API ont une limite de requêtes par seconde pour éviter justement les DDoS, les attaques par déni de service ou que le serveur crache parce qu'il y a trop de requêtes d'un coup. Donc si vous prenez un 429, ça veut dire que vous faites trop de requêtes par rapport à ce que vous avez le droit. Il y a aussi des API qui brident avec des quotas en fonction du prix que vous payez. Et enfin, les erreurs côté serveur. Donc la plus connue, c'est l'erreur de type 500, internal server error. Donc là, ça veut dire que le serveur a planté. Tout simplement qu'il y a eu un bug dans le programme et qu'il y a un truc qui va pas et qui ne sait pas résoudre et du coup il renvoie par défaut un 500 en disant le serveur ne marche plus. Et on peut avoir aussi le 503 service unavailable, avec le service demandé n'est pas disponible parce qu'il y a une maintenance en cours ou le service est down et en fait le serveur vous renverra un 503 pour dire que pour l'instant le service demandé n'est pas disponible. Alors la plupart du temps quand on conçoit des API on essaye de faire en sorte qu'on n'ait jamais de 500, sauf qu'il y a forcément un moment où on va avoir un 500. En fait on peut pas garantir une disponibilité de service de 100%, c'est quasiment impossible. Même les API de Google garantissent une disponibilité de 99,9%. Et en fait, l'utilisateur doit être averti si le serveur ne fonctionne pas. J'ai vu pas mal d'API qui sont très mal conçus et qui ne respectent pas d'ailleurs la norme REST. En fait, ils renvoient des 200 tout le temps. Même quand la requête échoue, même quand le serveur est down, ça envoie à 200. Faut jamais faire ça parce que du coup, au niveau client, vous savez pas. Vous avez un code 200 et du coup, vous pensez que c'est OK alors qu'en fait, ça ne marche pas. Donc ça, ce sont les principaux codes d'état que vous allez rencontrer. Et pour avoir la liste de tous les codes, je vous ai mis ici le lien sur le site de Mozilla qui va vous donner en fait tous les codes possibles et qui sont complètement normalisés. Donc là, si vous voulez par curiosité aller voir tous les codes erreurs, vous avez le lien ici. Et du coup, on va prendre un exemple concret. On va faire une requête à l'API de GeoAPI. Alors GeoAPI, en fait, c'est un peu comme l'API de Google Maps. Ça va nous permettre de récupérer des informations sur un lieu ou de rechercher des lieux, en fait, comme si on allait rechercher un lieu sur Google Maps. J'utilise pas l'API de Google Maps parce qu'elle est payante désormais. Avant, elle était gratuite, maintenant elle est payante. Donc GeoAPI, c'est une API gratuite qui va nous permettre de faire des recherches. Alors si je vais sur mon compte GeoAPI, donc là c'est geoapi.com, j'ai créé un compte, j'ai créé un projet test, et là on voit ici que j'ai une clé d'API. En fait, imaginez automatiquement une clé d'API. Donc c'est pareil, en fait, clé d'API, c'est quelque chose qui va pouvoir m'authentifier. Dire je suis cet utilisateur-là parce que j'ai cette clé d'API. Je peux aussi la supprimer si elle est corrompue. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a trouvée et que l'a copiée et l'a utilisée, je peux supprimer et en créer une autre. Ce que je ferai à la fin de la vidéo d'ailleurs pour pas que vous puissiez l'utiliser. Mais je vous invite à aller vous créer un compte si vous voulez. De toute façon, c'est complètement gratuit. Et là, je choisis le Geocoding API qui va me permettre en fait de récupérer des informations sur un lieu ou une recherche, comme si j'avais fait une recherche sur Google Maps, et de récupérer les résultats. Et là, on voit que dans l'exemple, il dit que c'est un get, que l'URL, donc l'endpoint, c'est celle-là, ch, et que là, j'ai des paramètres avec séparés par le point d'interrogation, texte égal, le texte à rechercher, et deuxième paramètre, donc séparé par un et, API key et ma clé d'API. Donc, ok, normalement, avec tout ça, j'ai tout pour faire. Donc l'URL endpoint, on a dit que c'était api.geoapi.com/vient/geocode/search et les paramètres. Donc ici, je vais vous montrer le code correspondant. En fait, je vais chercher donc dans ma query mes paramètres restaurant Rennes, France. Et là, on voit que les paramètres restaurant, pourcentage 20 Rennes, pourcentage 2C, pourcentage 20 France. Ils sont pas tout à fait identiques. En fait, dans l'URL, il y a des caractères interdits. Notamment, tout ce qui va être underscore, tout ce qui va être espace, tout ce qui va être ponctuation, virgule. Et pour pouvoir transmettre ces paramètres, ces caractères interdits dans l'URL, en fait, je vais avoir besoin de les formater. Et le pourcentage 20, en fait, ça correspond à un espace. Pourcentage 2C, ça correspond à une virgule. Donc là, ici, j'ai mis mon URL de base. J'ai mis ma query restaurant Rennes, France, que je vais rechercher. J'ai mis ma clé d'API. Et là, en fait, je suis en train de construire mon URL complète avec l'URL de base, plus point d'interrogation texte égal pour dire le texte à rechercher en paramètre d'URL. Et là, j'appelle une fonction qui s'appelle encode URI component, qui est une fonction qui va me permettre en fait de prendre ma query, donc restaurant Rennes France, et de la transformer en composant d'URL. Et du coup, en fait, de transformer les espaces et les caractères interdits en quelque chose qui va être lisible et autorisé pour l'URL. Et je vais rajouter des paramètres et limite égale 5. C'est-à-dire que je veux que les 5 premiers résultats et API key égale ma clé d'API. Et ensuite, je vais appeler URL Fetch App, une librairie créée par Google qui fonctionne dans AppScript qui permet de faire des requêtes HTTP. Donc en pratique, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai toujours ma query, ma clé d'API, mon URL de base. Je fais la réponse en appelant URL Fetch App.fetch URL. Alors si j'utilise un protocole GET, je n'ai pas besoin de renseigner le protocole. Si je veux faire un post ou un put ou autre chose, il faudra que je le renseigne dans les options, mais on verra tout ça dans l'épisode suivant sur AppScript. Ensuite, une fois que j'ai ma réponse, je vais récupérer le contenu de la réponse avec getContentText et je vais récupérer le statut code avec getResponseCode. Je vais imprimer le statut et ensuite je vais appeler une fonction qui s'appelle json.parse pour aller transformer le JSON que j'ai reçu du serveur, qui est en fait du texte, en objet JavaScript
que je vais pouvoir manipuler. Donc pour ça, il faut un parseur qui va s'occuper de prendre le texte et de le retransformer en objet parce que c'est du JSON qui est structuré et normalisé. Et ensuite, je parcours tous mes résultats et je récupère juste le nom, l'adresse, la latitude et la longitude dans mon tableau et je les imprime. Voilà, tout simplement. Et si on teste, donc là, j'ai imprimé aussi l'URL complète et on voit bien que ça a transformé restaurant Rennes France en restaurant %20 Rennes, %2C, %20 France. Ensuite, là, j'ai bien un statut code à 200 et je vais avoir tous mes résultats un par un avec la latitude, la longitude, le nom, par exemple restaurant l'Université de l'Étoile et son adresse. Donc l'adresse complète avec numéro, rue, code postal, ville, pays. Et donc ici, on voit bien statut code 200, OK, et le contenu de la requête en JSON, avec à chaque fois le nom, latitude, longitude et l'adresse. Et donc c'est bien une liste de plusieurs objets avec les valeurs. La plupart des applications modernes utilisent des API. Et par exemple, tous les services no-code consomment des API. Donc on dit consommer une API quand en fait on va l'utiliser. Et par exemple, si vous prenez Make, Zapier ou NB10, pour ne citer que ces trois-là, qui vous permettent de faire de l'automatisation avec une espèce de système de blocs que vous allez connecter d'un système à l'autre. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. En fait, ils ont créé une interface par-dessus, mais en fait, c'est la consommation d'API et de la connexion d'API entre elles. Sauf que ce sont des services payants. Et en fait, on peut faire la même chose gratuitement avec AppScript ou Google Sheets ou n'importe quel langage de programmation. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, sur comment justement remplacer complètement même des services comme Make, Zapier ou NV10, juste en utilisant AppScript et Google Sheets, et même en utilisant que AppScript. Mais Google Sheets, ça va être pratique pour visualiser nos données et voir si tout se passe bien quand on connecte des API. Donc voilà un petit peu pour cette présentation sur les API. Donc à la fin de la présentation, vous avez le sommaire avec toutes les slides et vous pouvez aussi toutes les voir comme ça. Cette vidéo sur les API est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver la présentation directement sur le web via le lien qui s'affiche dans la description. La prochaine fois, nous allons mettre en pratique justement ces API directement dans AppScript pour pouvoir connecter complètement Google Sheets à tous les services du web qui sont connectables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.